Mais que s'est-il passé à l'intérieur du restaurant? Christine ne le saura pas. Lorsqu'elle revient enfin à la pizzeria, vers 20h, Charlie, son mari, l'empêchera d'ailleurs d'être trop curieuse. Charlie l'enferme. Il l'enferme dans l'appartement. Le Havre, en Normandie, 2 avril 1996. Il est 4h du matin. Il fait encore nuit. Angela et Alain Hay, 46 et 48 ans, quittent leur domicile à bord de leur Mercedes. Une longue route les attend car le couple se rend à 800 km de là, à Mulhouse. Ils ont rendez-vous avec un certain Charles Crételot à qui ils veulent proposer de s'associer pour racheter un restaurant. Ils l'ont rencontré par hasard et ils ont sympathisé. Alain Hay veut parler à Charlie Crételot d'un restaurant intéressant qui s'appelle le Roi de l'Afrique, qui serait sur le Havre, qui serait en vente et que ce serait une affaire à faire si Charlie Crételot était d'accord pour investir. Après 5 heures de route, Alain Hay et son épouse arrivent à Mulhouse. Ils déposent leurs valises dans un appartement de cette résidence, un petit pied-à-terre qu'ils partagent avec un couple d'amis. 1 heure plus tard, ils reprennent la route car leur rendez-vous doit avoir lieu à 20 km de là, dans le village de Rosenau, où leur futur associé possède une pizzeria. Avant de partir, ils ont annoncé à leurs amis qu'ils n'en auront que pour quelques heures et qu'ils rentreront pour le dîner. Mais les heures passent, la nuit tombe et le couple ne rentre pas. Le lendemain, Alain et Angela Hay n'ont toujours pas réapparu. L'un de leurs amis, Marcel Anzien, un garagiste, se montre un peu inquiet. Alain avait l'habitude de me téléphoner au moins 10 fois par jour. Et depuis le jeudi, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Donc ça m'a intrigué. Plus inquiétant encore, Angela et Alain n'ont pas non plus téléphoné à leurs enfants. Et cela ne leur ressemble pas. Les enfants étaient angoissés parce que le père leur téléphonait régulièrement, leur téléphonait plusieurs fois par jour. C'est pareil, c'était un adepte du téléphone, il téléphonait tout le temps. Et du jour au lendemain, plus aucune nouvelle. Ça, c'est anormal, ce n'est pas possible. La plus inquiète, c'est la fille d'Alain Hay, Céline. Comme elle n'a aucun moyen de joindre son père, elle a l'idée de consulter son compte bancaire pour vérifier ses dernières transactions. Et ce qu'elle va trouver ne va pas la rassurer. Ce qui inquiète Céline rapidement, c'est que, outre l'absence de nouvelles, elle va effectivement découvrir que ses parents ont fait un retrait d'argent liquide important, puisqu'il y a eu un retrait de 500 000 francs. C'est pas dans leurs habitudes de retirer une telle somme, sauf pour faire une opération particulière, une affaire commerciale. Mais si ça avait été le cas, évidemment, tout le monde aurait été prévenu et informé, ce qui n'a pas été le cas cette fois-là. 500 000 francs en liquide, l'équivalent de 75 000 euros. Pourquoi Alain et Angela ont-ils retiré une somme aussi importante? Autre élément inquiétant, les amis du couple ont retrouvé dans les affaires d'Angela des médicaments dont elle ne se séparait jamais. Angela, elle avait des douleurs de la colonne vertébrale, je crois. Elle avait des anti-inflammatoires, tout ça. Elle était partie sans ses médicaments. Et ça, c'était anormal, parce qu'elle était toujours, où qu'elle aille, elle avait ses médicaments, sa trousse de médicaments sur elle. Et ça, elle n'avait pas sur elle. Alors, 3 jours après la disparition d'Alain et Angela Hay, leur ami Marcel va refaire le trajet de Mulhouse à Rosenau. Il sait que cette route longe le Grand Canal d'Alsace. Il pense que le couple a peut-être eu un accident et que leur véhicule a pu sombrer dans l'eau sans que personne ne s'en soit aperçu. Nous avons longé le Rhin pendant des heures et des heures en cherchant s'il n'y avait pas de traces de chute de véhicule. Parce que si un véhicule choit dans le canal, on arrive à voir des traces dans l'herbe ou des trucs comme ça. Donc il n'y avait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu plus inquiétant. Marcel Anzien et un autre ami du couple décident alors de demander conseil à un journaliste du quotidien L'Alsace, un spécialiste des faits divers, Jean-Marie Storkel. Et voici ce qu'ils lui disent. On a des amis qui s'appellent Hay, qui ont disparu depuis vendredi. On s'inquiète parce que le matin, ils ont récupéré dans une banque à Mulhouse 500 000 francs en billets de 500 francs. Ils sont
petit à Rosenau, chez un ami restaurateur. Puis depuis, on ne les a plus jamais revus. Mais l'élément qui va interpeller Jean-Marie Storkel, c'est le nom du restaurateur de Rosenau. Charlie Crételot. Voilà, Tilt, bon, moi j'ai dit Charlie, ça fait des années que je le connais. Et si ce spécialiste des faits divers connaît bien Charles Crételot, ce n'est pas un hasard. L'homme est un repris de justice. Il a été condamné pour complicité d'assassinat 16 années plus tôt. La victime était un garçon de café de la région et le meurtre avait eu lieu dans la forêt de Niffer, non loin du Grand Canal d'Alsace. À l'époque, Charlie Crételot avait fait 10 ans de prison. Face à cette révélation, les amis du couple disparu décident aussitôt d'alerter la police. 7 avril 1996, au SRPJ de Mulhouse, c'est le commissaire Christian Agroum et son équipe qui sont chargés du dossier. Ils prennent immédiatement l'affaire très au sérieux. Le fait que 2 personnes qui ont l'habitude de téléphoner tous les jours à leur famille, qui ont l'habitude de ne pas retirer d'aussi grosses sommes d'argent et qui retirent le matin même 500 000 francs en liquide, le fait que, une fois la visite de leur domicile faite, on se rend compte que les médicaments que prend Angela Hay tous les jours sont demeurés au domicile, sont autant d'éléments qui nous amènent à penser que la disparition est certainement beaucoup plus inquiétante que dans un cas ordinaire. Aux yeux des policiers, la première chose à faire est d'interroger Charles Crételot, le restaurateur de Rosenau. Il est le dernier à avoir vu le couple Hay et il a déjà été mêlé à un assassinat. Il fait donc un suspect parfait, presque trop parfait. À la limite, ça paraît même trop gros, parce que quelqu'un comme lui qui a fait des années de prison devrait être suffisamment malin pour éviter de tomber dans ce panneau, d'être le dernier à avoir vu vivant des gens qui l'auraient tué. Les policiers se rendent à la pizzeria pour interroger le restaurateur. Ils sont accueillis par un homme charmant et détendu. On tombe au niveau de ce restaurateur sur une personne très décontractée qui nous narre sa version de la journée de manière tout à fait naturelle. Charles nous reçoit en nous expliquant qu'il a bien reçu Angela Hay, que c'était le jour de congé de la pizzeria, qu'il les a accueillis, qu'ils ont passé le déjeuner ensemble, qu'il les a reçus à déjeuner avec son fils, Christophe, et qu'ils ont déjeuné tous les 4. Christophe confirmera, l'épouse de Charles confirme également que le couple est venu et qu'ils ont déjeuné sur place. Le récit de Charles Crételot est parfaitement crédible et aux yeux des policiers, l'ancien criminel paraît très convaincant. Les policiers, ils sont embêtés parce que d'un côté, il y a un couple qui a disparu. Le dernier qui a vu ce couple vivant, c'est Crételot. Crételot, il a beau avoir un passé, il a payé sa peine, il a payé sa dette. Et puis, il a l'air d'être parfaitement réinséré. Il est avec femme, enfant. Il exploite une affaire qui tourne bien, a priori. Il est vrai que depuis sa libération, Crételot n'a plus aucun problème avec la justice. D'ailleurs, dans la région, le patron de la pizzeria est plutôt apprécié. Un homme très avenant, souriant. Bon, bien sûr, c'est un méridional, avec tout ce que ça comporte. Le verbe très haut et fort, le macho dans toute sa splendeur. Voilà. mais très charmant. Charles Crételot semble donc hors de soupçon. En revanche, son audition va fournir aux policiers une nouvelle piste. En poursuivant son récit, le restaurateur explique que le 2 avril, Alain et Angela Hay ont quitté sa pizzeria vers 14h30 et il sait quelle était leur prochaine destination. Le couple était reparti en début d'après-midi pour aller acheter un véhicule, faire une affaire en Allemagne. Il était sur un coup pour acheter une Ferrari, un modèle F50, je crois, qu'il devait acheter 500 000 francs en espèces et revendre. Il avait déjà trouvé le vendeur, un acquéreur, à 700 000. Donc il avait une plus-value de 200 000 francs à réaliser comme ça, sur une sorte d'aller-retour. C'est donc pour réaliser cette opération qu'Alain Hay a retiré 500 000 francs en liquide le matin même. Mais cette transaction était-elle sûre ? Alain en avait parlé à son ami garagiste, Marcel.
Et celui-ci ne voyait pas l'affaire d'un très bon œil, car la transaction devait avoir lieu de la main à la main sur un parking. Je ne voulais pas qu'il se rende à des rendez-vous comme ça sur un parking. On n'achète pas une Ferrari sur un parking. Voilà, moi j'avais peur qu'il se fasse arnaquer dans cette histoire. Je lui avais demandé un petit peu plus de précision sur la transaction. On m'avait expliqué que ça devait se faire en espèces, donc je l'ai tout de suite mis en garde sur le risque de ce genre de choses et puis sur le fait que c'est strictement interdit d'ailleurs. On avait beau lui dire faites pas, il faisait quand même. S'il avait décidé de le faire, il faisait. Donc, Je me suis dit Alain va se faire avoir parce que c'était vraiment un naïf. Il était naïf alors que Angela était posée, mais il n'a rien voulu entendre. Il n'a pas écouté Angela. C'est pour ça qu'elle l'a accompagné d'ailleurs dans son périple. Les policiers se demandent alors si le couple n'a pas été victime d'une arnaque qui aurait mal tourné. D'autant plus que ce type d'escroquerie était alors fréquent dans la région. On est dans un contexte à l'époque dans lequel plusieurs rip deals, c'est-à-dire des transactions pourries, ont été commises dans la région, mais également sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'Alain Hay n'a pas été victime d'un rip deal ? Les enquêteurs diffusent le signalement du couple en Allemagne et en Suisse. Ils espèrent obtenir ainsi de nouveaux témoignages, d'autant que le couple était au volant d'une voiture qui ne passait pas inaperçue, une Mercedes couleur violine. Mais plusieurs semaines s'écoulent et aucun témoin ne se manifeste. Aucune trace du couple ni de la voiture. Rien n'aboutit chez eux, quoi. Ils n'ont rien qui puisse nous intéresser, quoi. Les résultats des recherches, tant en Allemagne qu'en Suisse, ne donnent rien. À la recherche de nouvelles pistes, les enquêteurs décident alors de s'immerger dans la vie d'Alain et Angela Hay. Et ils vont découvrir que le couple Hay entretenait de très curieuses fréquentations. En auditionnant la famille et les amis du couple disparu, les policiers découvrent qu'Alain est un passionné d'ésotérisme et de sciences occultes. Les enquêteurs se demandent alors si Alain et Angela n'ont pas été les victimes d'un gourou. Car à la même époque, une secte inquiétante fait justement la une des journaux. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le drame de la secte de l'ordre du Temple solaire. 16 cadavres ont été retrouvés dans le Vercors après un suicide collectif. Quelques semaines auparavant, OTS, l'ordre du Temple solaire, a défrayé la chronique par son terrible suicide collectif. Est-ce que cette hypothèse d'un passage à l'acte apocalyptique n'aurait pas été relevée par Alain Hay ? Est-ce que d'autre part, dans la disparition inquiétante, ils n'auraient pas tout simplement disparu pour rejoindre une secte et apporter leur argent, les 500 000 francs qu'ils avaient retirés le matin même, à un gourou quelconque ? Ça arrive dans d'autres cas, pourquoi pas ? Les hommes du SRPJ de Mulhouse vont rechercher activement des indices qui confirmeraient la piste d'une dérive sectaire. Relevé de compte, fréquentation, les hommes du commissaire Groom vont tout passer au crible, mais là encore, sans succès. Rien ne nous permet d'établir qu'un appel téléphonique a été passé à un représentant d'une secte quelconque. Rien ne nous permet d'établir qu'ils ont pris l'avion ou qu'ils ont quitté le territoire national. Donc cette piste, aucun suicide collectif n'apparaît dans ces jours-là, fort heureusement. L'hypothèse est donc écartée. L'enquête fait du surplace. Alors les policiers décident de tout reprendre à zéro. Ils vont fouiller dans le passé d'Alain et Angela Hay. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir qu'Alain n'avait pas que des amis. Ce qui semble évident, c'est qu'Alain et Angela Hay étaient un couple très uni. Ils se sont rencontrés 4 ans plus tôt dans un club de danse au Havre et ils s'étaient mariés très rapidement. Aux yeux de tous, Alain et Angela étaient inséparables, au travail comme dans le privé. C'est un couple reconstitué, c'est un mariage qui est récent, et ce qui frappe tout le monde dans ce couple, c'est la différence entre deux. Lui, c'est quelqu'un qui a de la gouaille, c'est quelqu'un qui a une grande gueule. Angela, c'était une dame super calme, alors qu'Alain, c'était un peu un gars super excité, là. Voilà, il courait dans tous les sens. On pense au départ que c'est un couple totalement improbable, et finalement, on se rend compte que c'est un couple où le mari et la femme sont totalement complémentaires, et puis surtout, je crois qu'il y a beaucoup d'amour. Mais Alain Hay va traverser une période professionnelle difficile. 2 ans après son mariage, sa société de réparation de conteneurs se voit retirer un important marché sur le port du Havre. Du jour au lendemain, l'entrepreneur se retrouve sans clients et criblé de dettes.
C'est à cette époque-là la descente aux enfers, puisque plus de moyens de subsistance, était habitué à un train de vie, était habitué à aider beaucoup ses enfants financièrement, et il aimait bien montrer sa réussite sociale et sa réussite professionnelle. Donc pour lui, c'est encore plus dur à accepter cette situation-là. Bien décidé à se défendre, Alain Hay va alors attaquer en justice les autorités portuaires. Et après une longue bataille juridique, il va remporter son procès et obtenir des réparations, une somme de 1 800 000 francs, soit 270 000 €. Il retrouve enfin son statut social, des moyens financiers et une revanche contre ceux qui avaient voulu sa perte économique, qui va évidemment savourer à sa juste valeur. Fier de cette victoire, Alain Hay s'en vante beaucoup à l'époque auprès de tout le monde. Au point, semble-t-il, de susciter certaines inimitiés dans son ancien milieu professionnel. C'est quelqu'un qui avait une façon de se présenter qui, effectivement, pouvait agacer. On peut imaginer qu'effectivement, ça a dû énerver certaines personnes lorsqu'il présentait sa situation un peu brutalement en disant « voilà, j'ai gagné des centaines de milliers de francs ». L'entreprise qui avait perdu le procès contre le couple Hay, selon des déclarations de personnes, mais qui voulaient le faire uniquement dans le cadre de l'anonymat, disait que c'était des sociétés qui n'allaient pas se laisser faire. Et bon, après, c'est peut-être du cinéma, mais bon, voilà, qui seraient capables de faire disparaître le couple Hay pour regagner leur argent. Alain Hay aurait été la victime de la vengeance d'un de ses anciens partenaires en affaires. Après la piste de la Ferrari et celle de la secte, c'est la troisième hypothèse de travail des enquêteurs. Mais là encore, en dépit de toutes leurs recherches, la piste n'aboutit pas. Aucun élément matériel ne nous permet de conforter cette hypothèse. On n'a pas d'appel, on n'a pas de menace, on n'a pas de demande de rançon, on n'a aucune de ces pistes, on n'a aucun de ces éléments qui d'habitude nous font comprendre que l'hypothèse est valable. Cela fait maintenant 1 mois et demi qu'Alain et Angela Hay ont disparu quelque part dans la région de Mulhouse. Et il faut bien l'avouer, l'enquête est dans l'impasse. Et comme les amis du couple disparu en avaient eu l'intuition, c'est du côté du Grand Canal d'Alsace que va survenir un début de réponse. Samedi 18 mai 1996, le commandant Angèle est de permanence à la police judiciaire. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est la brigade fluviale. On a retrouvé une voiture immergée dans le canal. Le véhicule répond à un signalement particulier. Il s'agit d'une Mercedes de couleur violine. On fait venir une grue, on sort la voiture du canal, on la tire du canal. Qu'est-ce qu'on constate? Les vitres des portières vitres avant sont baissées. Le levier de vitesse est au point mort, le frein à main n'est pas mis. Ces premières constatations ne laissent aucun doute aux policiers. La voiture n'est pas tombée dans le canal par accident. Elle a été coulée, intentionnellement. Quand vous rentrez une voiture dans l'eau, si tout est fermé, elle met du temps, avec l'air qui est dedans, elle met du temps pour descendre. Parce que si vous ouvrez les fenêtres, l'eau rentre facilement et elle est immergée plus rapidement, quoi. Un élément du tableau de bord permet d'ailleurs de situer précisément l'heure à laquelle la voiture a basculé dans le canal. On a la pendule de la Mercedes qui indique 2h45. 2h45, c'est très probablement du matin. On peut imaginer que la voiture a plongé dans l'eau à 2h45, court jus, et donc forcément elle s'arrête à 2h45. Sur la banquette arrière, les policiers retrouvent un sac à main. À l'intérieur, des papiers d'identité. Ce sont ceux d'Angela Hay. On retrouve tout dans la voiture. On retrouve des papiers, on retrouve tous les éléments qui apparemment étaient en possession d'Alain et Angela le jour de leur disparition. Les policiers décident ensuite d'inspecter la seule partie de la voiture qu'ils n'ont pas encore vérifiée, le coffre. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Quand on a ouvert le coffre, on a découvert les 2 corps complètement comprimés là-dedans, avec celui du chien aussi.
Première image, les corps sont là depuis un certain temps, puisque les corps ne sont pas en très bon état. Dans le coffre du véhicule, les corps d'Alain et Angela Hay, ainsi que celui de leur chienne. En revanche, un des objets appartenant au couple ne se trouve pas dans la voiture. En fait, il y a tout, sauf la mallette qui contenait les 500 000 francs. On ne retrouve pas l'argent. La disparition de l'argent confirme bien que si l'argent n'est pas le mobile, peut-être, c'est quand même un élément accompagnateur du meurtre d'Alain et d'Angela. La terrible découverte du canal ne répond cependant pas à toutes les questions des enquêteurs. Qui a tué Alain et Angela Hay? Et comment ont-ils été éliminés? Les cadavres sont envoyés à l'Institut médico-légal de Strasbourg pour être autopsiés. Et le dossier va là encore faire un bond en avant. 21 mai 1996, 3 jours après la découverte des corps, les enquêteurs de la police judiciaire reçoivent les résultats de l'autopsie. Des résultats qui vont s'avérer plus qu'utiles. Le rapport du médecin légiste précise que la mort remonte à 1 mois et demi. Cela signifie donc qu'Alain et Angela Hay sont morts le jour même de leur disparition, le 2 avril, ou très peu de temps après. L'autopsie révèle également la cause réelle de leur mort. Les autopsies vont nous permettre de comprendre que Alain, Angela et même le chien ont été tués à l'aide d'une arme de 22 l'orifle. Alain Hay a 4 impacts de balles au niveau de la tête. Son épouse Angela Hay, 3 impacts. Et le chien, 2 impacts. On a affaire là à quelque chose qui relève plus de l'exécution que d'une bagarre qui aurait mal tourné, par exemple. L'ennui, c'est qu'à cause du long séjour dans l'eau des 2 corps, aucune trace ADN de leur meurtrier ne subsiste. À ce stade de l'enquête, les policiers ne disposent donc d'aucun indice solide. C'est le lieu de leur découverte qui va les ramener à leur tout premier suspect, le restaurateur de Rosenau, Charles Crételot. Donc, dans le canal d'Alsace, pas très loin de la pizzeria de Charles Crételot, pas très loin non plus de l'endroit où il a exécuté quelques années auparavant une première victime. On est dans une espèce de triangle maudit dans lequel Charles Crételot réside. Et le passé criminel de Charles Crételot remonte brusquement à la surface. Aurait-il tué le couple Hay pour s'approprier les 500 000 francs en liquide? Aurait-il inventé le départ des victimes pour l'Allemagne pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste? Face à ces questions, les enquêteurs retournent interroger Charlie Crételot. Et l'homme va beaucoup les surprendre. « 21 mai 1996. Les enquêteurs rendent une nouvelle visite à la pizzeria de Rosenau. Depuis quelques jours, le meurtre du couple Hay fait la une de la presse. Charles Crételot ne peut donc pas ignorer l'affaire. D'ailleurs, face aux policiers, il annonce clairement la couleur. La première chose qu'il me dit, c'est « Ah, vous venez voir parce que je suis le dernier à avoir vu Alain et Angela. Naturellement, je suis le premier suspect. Ça, je m'en doutais. Avec le passé que j'ai, je me doutais que je serais suspecté. Vous pensez bien que si j'avais fait quelque chose, j'aurais pas été le dernier à les voir vivants et à être déclaré comme celui qui les avait vivants. » Charlie Crételot est un repris de justice et un habitué des auditions. Avec les policiers, il joue la carte de la complicité. Les hommes du SRPJ décident alors de progresser lentement pour le mettre en confiance. Ils commencent par le questionner sur la proposition que lui avait faite le couple Hay pour racheter un restaurant. Crételot lui dit au policier, mais attendez, moi c'est une proposition comme ça, lancée un peu en l'air, il n'y avait rien de solide, il n'y avait rien de sérieux, on n'avait pas fait de papier, on n'avait pas matérialisé cette association, c'était comme ça, on en a parlé. Moi j'étais pas plus intéressé que ça, moi ma région c'est ici, éventuellement dans le sud, mais le Havre, j'avais pas grand chose à y faire. Charlie Crételot affirme que le rachat du restaurant du Havre ne l'intéressait pas vraiment. Voilà qui paraît surprenant aux yeux des policiers. Car selon les relevés téléphoniques, Alain Hay et le restaurateur se sont téléphonés très régulièrement juste avant la date du 2 avril.
Du domicile des de nombreux appels téléphoniques étaient donnés en direction de la pizzeria. Et plus on s'approchait de l'avenue des à Mulhouse, plus il y avait d'appels. On avait une fois un appel tous les jours, après c'était tous les jours, après on est passé à 2 voire 3 par jour. Pourquoi tous ces appels téléphoniques? Les enquêteurs commencent à se demander si Charles Crétello ne leur cache pas quelque chose. Les policiers du SRPJ de Mulhouse décident d'interroger les autres membres de la famille Crétello. Christophe, le fils de Charlie, âgé de 25 ans, et Christine, l'épouse. Les enquêteurs espèrent faire apparaître des contradictions entre les différentes dépositions. Mais le fils comme l'épouse confirment le récit du restaurateur. Les Hay sont bien venus déjeuner ce vendredi 2 avril à la pizzeria. C'était le jour de la fermeture et un déjeuner était prévu à l'étage dans l'appartement de la famille Crétello. Christine précise cependant qu'elle a seulement croisé le couple car elle a quitté les lieux presque aussitôt. Christine dit qu'elle en a un petit peu marre, c'est son jour de congé. Recevoir les Hay pendant son jour de congé, franchement, elle n'a pas envie, donc elle préfère partir avec sa belle-fille, aller faire des courses. Le déjeuner réunit donc Alain et Angela Hay d'un côté, Charles Crétello et son fils Christophe de l'autre. Christophe explique que l'entrepreneur du Havre et son père ont regardé ensemble une cassette vidéo, des images de la brasserie qu'ils projetaient de racheter ensemble au roi de la frite. Donc Crétello apparaît à la fois comme le conseiller technique, puisqu'il est restaurateur, et l'investisseur potentiel, le copartenaire dans l'acquisition de ce commerce. Sur la suite des événements, le récit des 3 membres de la famille Crétello concorde également. Le couple Hay est reparti vers 14h30. Charles et Christophe ont ensuite travaillé dans la pizzeria. Quant à Christine et sa belle-fille, elles ne sont rentrées que vers 20h. Comme ils n'ont pas réussi à prendre les Crétello en défaut, les policiers vont tenter une autre méthode, plus discrète celle-là. Comment est-ce qu'on va mieux connaître Charles Crétello ? Tout simplement à travers les techniques traditionnelles, les écoutes téléphoniques qui ont été installées, les surveillances qui sont faites. Et loin de son image de séducteur affable, Charles Crétello va alors dévoiler un tout autre visage. Branchés 24 heures sur 24 sur le téléphone des Crétello, les enquêteurs se rendent très vite compte que Charles fait montre d'un caractère difficile, voire même colérique. On découvre assez rapidement que dans le clan Crétello, si on peut dire, donc je rappelle, il y a lui, le fils, son épouse et sa belle-fille, que c'est lui le chef. Mais le chef véritable, c'est-à-dire que tout le monde est à ses ordres, c'est un peu un personnage assez tyrannique. Au niveau familial, c'est lui le chef, c'est lui le chef. Hein, il met une pression sur sa famille, sur sa femme, ainsi que sur son fils. Au fil des écoutes, les policiers découvrent également que Charles mène une double vie. Une double vie mêlant manipulation et mensonge. La vie de Charles Crétello, donc entre sa femme, Christine, son fils, Christophe, est bouleversée aussi par une maîtresse qui apparaît. On comprend là qu'il a un jeu très particulier avec les gens. C'est là qu'on découvre son véritable côté manipulateur. Il téléphone à sa maîtresse, mais il lui dit qu'il est dans le maquis, qu'il est à Paris, qu'il est... des fois, il dit « oui, je suis à Paris ». En fin de compte, il téléphone de la cabine téléphonique à côté de son domicile. Donc, il raconte des bobards, aussi bien à son fils qu'à sa maîtresse. Hein. Il a sa vie et il coupe tout, quoi. Hein. C'est-à-dire que lui, personne ne sait exactement ce qu'il fait, quoi. Comme ça, il est tranquille. Manipulateur, menteur, colérique, infidèle. Charlie Crétello ne manque pas de défauts, mais cela ne fait pas forcément de lui un assassin. Au fil des mois, les policiers enregistrent de nombreux mensonges familiaux, mais toujours rien concernant la disparition d'Alain et Angela Hay. Rien ou presque. Car il y a tout de même un élément qui les intrigue, et cela concerne les finances de la pizzeria.
On s'aperçoit que l'affaire ne marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de clients, il y a quand même des employés, il y a un homme de main qui est là. C'était un restaurant qui ne marchait pas, parce que ça, on a vérifié, qui ne marchait pas. Par contre, le personnel était toujours payé, en billets de 500, en liquide. Et ces billets de 500 francs qui semblent tomber du ciel, les policiers ont une hypothèse sur leur origine. Et si il s'agissait de l'argent d'Alain et Angela Hay? Il ne faut pas oublier que les 500 000 francs du couple Hay sortaient de la banque et ils étaient c'était des billets de 500 francs qui étaient en liasse, que constituent les banques, quoi. Et pour la police, si Charlie Crétello a mis la main sur les 500 000 francs du couple Hay, il est forcément lié à leur mort. Même si pour l'heure, il ne s'agit que d'une théorie. Ce type d'élément qui forçait notre conviction, mais qui n'était pas pour nous toujours l'élément déclenchant, l'élément qui pouvait faire craquer Charlie Crétello. Plus d'1 an après le meurtre du couple Hay, les policiers n'ont donc que des soupçons, rien de concret. Mais leur patience va finir par être récompensée. Mai 1998, en surveillant Charles Crétello, les enquêteurs découvrent quelque chose d'inattendu. Il va fermer sa pizzeria. Le restaurant est en vente parce qu'il ne marchait pas. Et donc, une fois que le restaurant est en vente, comme l'épouse de Charlie Crétello est originaire des environs de Marseille-Toulon, elle décide de redescendre dans le sud avec son fils et sa belle-fille. Donc Charlie Crétello reste tout seul sur Mulhouse. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les membres de la famille Crétello sont séparés et les policiers décident de mettre ce moment à profit. Le 9 juin 1998, vers 9h, impasse de l'Horloge à Mulhouse. Christian Agroum et Bernard Demange interpellent Charlie Crétello alors qu'il sort de chez sa maîtresse. Il sort, il prend sa voiture, on le bloque et on l'interpelle. Il continue à faire le gros joueur, le beau joueur. Il est un peu surpris quand même parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à être interpellé. Je pense qu'il pensait que l'affaire était terminée, que c'était terminé. Au même moment, à l'autre bout de la France, à Marseille, Christine et Christophe Crétello sont arrêtés à leur tour et conduits au commissariat. Les interpellations sont passées sans problème. Je veux dire, c'était quand même, c'est pas des gangsters qui ont fait un hold-up ou un truc. C'était une interpellation normale, quoi. Je veux dire. Christine est à nouveau interrogée. Éloignée de son mari, va-t-elle changer sa version des faits? Dans un premier temps, au contraire, elle maintient son témoignage initial. Dans la première audition, elle renouvelle ses déclarations de 96. Elle me dit, voilà, je pars avec ma belle-fille, et puis après le soir, moi je suis revenu vers 20h, 20h30. Face à l'insistance des policiers, Christine répète encore et encore la même version. Alors, au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, le lieutenant Poirier va abattre une nouvelle carte. Le policier annonce à Christine Crétello que son récit a été contredit par des témoins. Le 2 avril, on l'a vu rentrer à la pizzeria avec sa belle-fille, mais bien avant 20h30. Donc il y a des témoins, et des témoins qui sont très importants, puisque eux disent, mais nous, on a vu dans l'après-midi une femme ou deux qui sont venues à la pizzeria. Et là, il est 17h, 17h30. Christine comprend alors qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Et face aux policiers, elle change soudain d'attitude. Comme s'il y avait un fardeau, elle avait les épaules qui s'abaissent, elle reprend encore une cigarette, et elle me regarde dans les yeux assez longuement, elle dit, oui, effectivement, monsieur Poirier, c'est vrai, nous sommes revenus, et nous avons vu la Mercedes des Hay qui était là. Nous sommes revenus vers 17h ou 17h30. Je me rappelle bien que la voiture des Hay, la Mercedes violette, se trouvait sur le parking. Par contre, je n'ai pas vu ces gens. Pour les policiers, c'est une étape cruciale. Ce témoignage de Christine signifie qu'à 17h30, le couple Hay n'avait pas encore quitté la pizzeria. Ça, c'est un élément tout à fait déterminant pour nous. Parce que c'est la première fois qu'on a un témoignage direct de la présence au moins de la voiture
en fin d'après-midi et qu'on a au moins un élément de contradiction par rapport aux déclarations de Charles Crétello. Alors, si Alain et Angela Hay n'étaient pas repartis, où étaient-ils? Christine jure qu'elle n'en sait rien. Elle explique que lorsqu'elle a voulu rentrer dans la pizzeria, son fils l'en a fermement empêché. Tout d'un coup, il y a Christophe qui sort de la pizzeria et qui vient vers nous, qui dit « Non, non, vous rentrez pas, faut pas rentrer, machin, tout ça. » Elle, qui voulait passer une journée tranquillement en famille, se retrouve évincée de chez elle, donc elle crise et elle part. Mais que s'est-il passé à l'intérieur du restaurant? Christine ne le saura pas. Lorsqu'elle revient enfin à la pizzeria, vers 20h, Charlie, son mari, l'empêchera d'ailleurs d'être trop curieuse. Charlie l'enferme. Il l'enferme dans l'appartement. Allez, tu rentres. Non, allez, tu rentres. À un moment, elle entend des bruits dans la cave, elle entend des coups de pioche, des bruits... mais elle ne sait pas ce qui se passe parce qu'elle est enfermée de toute façon. Alors ce qu'elle fait, elle prend des somnifères et puis elle s'endort. Pour les policiers, c'est maintenant certain. Il s'est passé quelque chose dans le restaurant. Reste à savoir quoi. L'enquête vient de prendre un nouveau tournant. Donc en fait, ce témoignage fragilise tous les témoignages de l'ensemble des acteurs qu'on a en garde à vue. Donc sur la base de ces témoignages, on va reprendre toutes nos auditions. Or, les aveux de Christine ne sont que les premiers d'une longue liste. Le lendemain, à Marseille, c'est au tour de Christophe Crétello, le fils de Charles, de répondre aux questions des enquêteurs. Et tout comme sa mère, le jeune homme s'en tient d'abord à sa version d'origine. Christophe, lui, dans un premier temps, il refait la même déposition, la même version. Savoir, ils sont venus, ils ont discuté, ils ont mangé, ils ont vu la cassette. Il a sorti de chien. Quand il est revenu, les Hay n'étaient plus là, quoi. Pendant son audition, Christophe semble plutôt sûr de lui. Mais là encore, la fatigue et l'usure vont peser sur l'interrogatoire. Au bout de plusieurs heures de questionnement, le jeune homme montre des signes de faiblesse et soudain... Il s'écroule et il commence à pleurer, quoi. Et il dit non, en fin de compte, il faut que je vous dise, c'est moi qui ai tué Madame Hay, quoi. Voilà. Alors nous, on était complètement un peu abasourdis. Christophe, ce garçon fragile et timide, les policiers ont bien du mal à l'imaginer en assassin. Et pourtant, il va vider son sac. Voici, selon lui, ce qui s'est passé précisément le 2 avril 1996. Le jeune homme explique que ce jour-là, le repas s'est déroulé tout à fait normalement. Son père et le couple Hay discutant de leur projet de rachat d'un restaurant. Il était question du roi de la frite. Mon père semblait intéressé par cette affaire. Vers la fin du repas, nous avons visionné la cassette que le couple avait apportée. Mais après le déjeuner, Christophe affirme qu'Alain Hay a voulu s'allonger quelques minutes à cause d'un mal de tête. C'est à ce moment précis que son père, Charlie, l'aurait pris à part dans une autre pièce. Charlie et Christophe sont dans la cuisine. Charlie lui donne à son fils un pistolet, un petit pistolet noir, et lui dit « il faut les flinguer ». J'étais dans un état second. Je ne réfléchissais pas. Il n'y avait rien de prémédité. On s'est compris avec mon père. Sur les ordres de son père, Christophe aurait proposé à Angela de visiter le restaurant situé au rez-de-chaussée de l'appartement. Donc il descend. Et en descendant à l'entrée de la cave, en descendant dans l'escalier, il lui tire donc ces 3 balles dans le dos, enfin dans la tête, par l'arrière. Angela est tombée dans l'escalier. Je ne suis pas descendu voir. Je suis immédiatement remonté voir mon père. Je lui ai donné l'arme. Il donne l'arme à Charlie. Qui lui immédiatement tire sur Alain Hay, qui est allongé, 4 balles dans la tête, quoi.
Christophe explique ensuite qu'il a aidé son père à traîner les corps jusque dans la cave. Ensuite, il a nettoyé les traces de sang dans l'appartement. De son côté, Charles Crételot aurait mis l'argent des victimes en lieu sûr. Mon père m'a montré plusieurs liasses de billets. Je ne sais pas où il a cherché cet argent. Par la suite, mon père a caché cet argent dans un double mur dans le coin pizza. Christophe confirme ensuite le récit de sa mère. Vers 17h30, il les a empêchés, elle et son épouse, d'entrer dans la pizzeria parce qu'ils n'avaient pas fini de nettoyer les taches de sang. Et plus tard dans la soirée, son père a enfermé sa mère dans sa chambre. Enfin, Christophe révèle aux policiers comment, à la nuit tombée, ils se sont débarrassés des 2 corps. Alors ils ont décidé de mettre le corps dans le coffre de la voiture. Donc ils vont le long du canal d'Alsace. J'ai eu l'idée de les jeter dans le canal avec la voiture. C'est ce que nous avons fait. Je me rappelle que c'était tard dans la nuit, il était minuit passé. Je suis certain que le couple Hay était mort. Il n'y avait pas de gémissement. Nous avons poussé et sommes partis avant de savoir si elle avait coulé. Qu'il s'agisse du lieu de découverte de la voiture ou de la façon dont le couple a été abattu, tout concorde. À cet instant, les policiers sont convaincus que Christophe leur dit la vérité. Quand Christophe nous explique comment il a tué Angela Hay, comment il a tiré, cela correspond parfaitement aux éléments fournis par le rapport d'autopsie. Or, à part le médecin légiste, les magistrats en charge du dossier et les policiers, personne n'a jamais eu accès au rapport d'autopsie. L'étape suivante de l'enquête sera décisive, car il s'agit maintenant de confronter Charlie Crételot aux aveux de son fils et de sa femme. 16h45, à la PJ de Mulhouse. Le commissaire Agroum prend connaissance des aveux obtenus par l'équipe de Marseille. Il décide de confronter Charlie au témoignage de son fils. Cependant, il va choisir de lui en dire le moins possible. C'est moi-même qui lui ai lu, avec Bernard Demange, qui lui ai lu les premières lignes de l'audition de Christophe. Voilà. Mais uniquement les premières lignes. Il est hors de question de donner des éléments de détail à Charles Crételot. Il faut que lui-même nous donne sa version pour qu'on puisse la conforter. Dans ces premières lignes, il y a « Je reconnais être l'auteur de l'homicide d'Angela et je vais soulager mon conscience et je vais vous expliquer comment ». Face aux aveux de son fils, pour la première fois, Charles Crételot paraît sérieusement ébranlé. Là, Charles vacille un peu quand même. Et là, il a compris qu'on avait... voilà. Il a compris que là, l'idée était jouée. Il se ferme. C'est plus le Charlie Crételot du restaurant qui parle à tout le monde, le côté marseillais, très en gestuel. Non, il est très fermé. Et quand Charles accepte enfin de donner sa version des faits, les policiers constatent qu'elle ne correspond pas du tout à celle de son fils. Il dit non, Christophe, il raconte des bêtises, c'est moi qui ai tout fait, et il prend tout pour lui. Il dit Alain Hay était une grande gueule. Il se l'a pété, et puis en plus quand ils sont arrivés, il dit je ne savais pas qu'ils avaient de l'argent, je ne savais pas. Quand ils étaient là, il m'a provoqué avec l'argent, j'avais rien de prévu, mais j'ai pété les plombs et j'ai tué, et puis voilà. Christophe est arrivé, et je les avais tués, et je me suis débarrassé tout seul, voilà, j'ai tout fait. Charles affirme donc avoir commis le double meurtre seul. Et il prétend que c'est par colère qu'il a agi, et non pour mettre la main sur les 500 000 francs, même s'il reconnaît avoir utilisé cet argent. Les enquêteurs se trouvent donc face à 2 versions contradictoires des événements. Mais ils sont convaincus que Charlie ment. Son récit du meurtre d'Angela Hay dans la cave est beaucoup trop imprécis. Il est très emprunté, il n'arrive pas à reconstituer ce qu'il a fait dans la cave en descendant à la cave. Ça, on voit qu'il y a une très grosse différence. Christophe Crételot, il est crédible au niveau de ses gestes, effets et gestes. Par contre, son père, pas du tout. Et si Charlie avait agi seul, comment aurait-il réussi à se débarrasser des cadavres? Il faut porter les corps, il faut les soulever. Donc comment le faire tout seul, on n'y croit pas trop. Et puis, comment se fait-il que Christophe décrive les choses avec autant
de précision s'il ne les a pas vécues lui-même. Le monsieur pèse près de 90 kilos. Donc un corps mort inerte qu'il faut traîner comme ça, seul, c'est quand même assez difficile. La conviction des enquêteurs, c'est que Charlie Crétello ment pour protéger Christophe. Mais aucun élément objectif ne leur permet de départager le père et le fils. Ce sera donc à la justice de trancher. 18 juin 2003, 7 ans après le meurtre du couple Hay, le procès Crétello s'ouvre à la cour d'assises de Colmar. Un procès qui oppose avant tout un père à son fils. D'autant plus que depuis quelques mois, Charles a changé sa version des faits. Désormais, il accuse son fils, Christophe, d'avoir commis seul les meurtres d'Alain et Angela Hay. Il serait pour sa part totalement innocent. Pas un regard. Charles et Christophe Crétello sont père et fils. Ils sont poursuivis pour les mêmes crimes, mais à aucun moment ils ne se sont tournés l'un vers l'autre. Christophe Crétello, c'est frappant parce que lors de la première instance, il est perpétuellement le regard baissé, tout le temps. Il ne lève jamais les yeux, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. On sent très bien quel est l'enjeu du procès. On sent que le père est là avant tout pour mater son fils et avant tout pour l'obliger à adhérer à sa version. Christophe est sous anxiolytique. Il semble incapable de se défendre face à un père déterminé et accusateur. Christophe est complètement dépressif, il est démoralisé, il est inerte, il n'est pas du tout agissant. Il donne le sentiment de souscrire aux accusations qui sont lancées contre lui. Alors que Charlie, le père, se défend bec et ongle, avec une certaine intelligence. Au moment où on arrive à la discussion des faits et son père l'accuse, lui met sur le dos les 2 assassinats, il regarde son père. Et pour la première fois, il le regarde et longuement, comme si, par ce regard, il lui disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» Mais il y a une personne qui a décidé de tenir tête à Charles Crétello. Il s'agit de Christine, sa femme. Elle est en instance de divorce et visiblement, elle n'a plus peur de lui. Elle explique la violence de Charles Crétello, son côté dictateur, chef de clan, et l'emprise qu'il peut avoir effectivement sur sa famille et sur ses proches. Elle est extrêmement virulente. Au bout de quelques jours de procès, il semble clair que Charlie Crétello perd du terrain face à son fils. La thèse d'un père violent qui a imposé à son fils d'être le complice d'un double meurtre est dans tous les esprits. La défense va devoir contre-attaquer. Maître Cormand, l'avocat de Charles Crétello, va alors avancer un argument inattendu. Il prétend qu'en réalité, le fils Crétello a des problèmes psychiatriques. Il affirme même qu'il aurait commis le double meurtre dans un moment de folie. Quelques semaines après son incarcération, Christophe Crétello, il entendait des voix. Il entendait des voix qui le menaçaient. Ça me suggère que le crime qui a été commis, le double crime qui a été commis, l'a été sous une impulsion où il a dû entendre des voix. Seulement, ce nouvel élément peine à convaincre. D'ailleurs, plusieurs psychiatres viendront témoigner. Christophe est loin d'être fou. Christophe Crétello n'est pas, n'est pas jugé irresponsable, ni inaccessible à une sanction pénale, ni quoi que ce soit. Personne dans le dossier, si ce n'est Charlie, n'est venu dire Christophe est délirant, c'est un homme fort qui peut échafauder un plan de cette nature, qui a l'épaule pour tuer 2 personnes et qui a en plus la roublardise ou l'absence de moralité suffisante pour y mouiller son père. Personne n'est jamais venu dire ça. L'assassin du couple Hay s'appellerait bien Crétello. Mais s'agit-il de Charles, Christophe ou des 2? Après 5 jours de débat, le jury se retire pour délibérer. Et le 21 juin 2003, le verdict tombe. Charles est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté.
Son fils Christophe est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Sa mère est effondrée. Quant à la réaction des enfants d'Alain et Angela Hay, elle navigue entre tristesse et soulagement. Vous auriez envie de dire quelque chose à la famille de Charles ou de Christophe Crétello? Non, pas spécialement, non. Ils partagent leur peine de leur côté, puis moi, la mienne du mien, quoi. On l'attendait depuis très longtemps ce jour, donc maintenant, ouf. À la centrale de Ensisheim, où il purge sa peine, Charles Crétello continue d'affirmer qu'il est innocent. Après son divorce, il s'est remarié en prison avec Viviane Tardy, l'ancienne secrétaire de son avocat, une femme convaincue de l'innocence de son nouveau mari. C'est pas, quand je vous parle de l'innocence de mon époux, ce n'est pas l'épouse amoureuse qui parle en fait, c'est l'ancienne collaboratrice de son avocat. Moi, j'ai vu le dossier en totalité, je l'ai lu et parcouru durant des années, et c'est ainsi que je me suis forgé une opinion et que je sais aujourd'hui, avec certitude, que mon époux n'a absolument pas tué ces deux personnes. Pourtant, la justice l'a confirmé en appel. Charles Crétello a bien assassiné Alain Hay et son fils Christophe, Angela. 2 meurtres commis avec préméditation. Le pourvoi en cassation ayant été refusé, la condamnation de Charles et Christophe Crétello est désormais définitive.